Communiqué du ministre de la Santé. Les centres de dépistage de la COVID-19 sont ouverts dans tous nos départements. Sauf pour les voyageurs qui payent leurs tests, le dépistage et le traitement sont entièrement gratuits au Bénin. Vous avez le moindre soupçon, vous ressentez le moindre symptôme, n'hésitez donc pas. Rendez-vous dans ces centres pour bénéficier d'une prise en charge adéquate et gratuite. Ceci vous évitera, si vous êtes positif, les complications mortelles et permettra de ne pas exposer vos proches ainsi que les autres personnes que vous rencontrez dans vos activités. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Les membres de la Cour suprême ont rendu hommage à leur désormais ancien président Ousmane Batoko. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'institution à Porto-Novo. Une tournée de sensibilisation à la paix à Djougou. Les producteurs de coton travaillent eux aussi pour une élection sans violence. Les images à suivre dans cette édition. Et puis 20 mars, c'est la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, une journée instituée pour sensibiliser à l'entretien des dents. Dans cette édition, nous nous intéresserons à la prévention de la carie dentaire, maladie liée aux dents. Bonsoir et bienvenue à cette édition. À quelques jours du lancement de la campagne électorale, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication procède à la vulgarisation des décisions portant réglementation de la campagne médiatique et publication des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale au Bénin. Elle a organisé ce samedi une séance de travail avec les responsables des organes de presse. Plus de précisions avec Jérôme Houba et Donatien Falala. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication met les garde-fous pour réglementer la campagne électorale. Les deux décisions en validation, celle portant réglementation de la campagne médiatique pour l'élection présidentielle en République du Bénin et celle portant publication des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale, ont été présentées aux hommes des médias. Après avoir dépouillé les contenus, l'interaction a pris place. Il est indiqué que les duos bénéficient par jour de 30 minutes de magazine s'agissant de paroles candidats. Est-ce que c'est les mêmes enregistrements qu'on reconduit ou c'est des enregistrements différents? Le premier jour de campagne, les duos font un message qui passe le premier jour et le deuxième jour. Maintenant, le troisième jour, il y a la réalisation d'un deuxième message qui est diffusé le troisième jour de campagne et rediffusé le quatrième jour. Au niveau des télés, j'aimerais demander si ces émissions-là peuvent être relayées dans la presse écrite avec des titres qui profitent aux duos candidats. Il ne revient pas à la presse écrite d'exploiter les messages qui sont passés à la radio ou à la télévision. Les candidats eux-mêmes réalisent
leurs messages et vous les envoie pour diffusion. En dehors de la campagne égalitaire bien régie par la décision, si un duo veut davantage communiquer, est-ce que par exemple Canal 3 est autorisé à contracter avec ce duo-là et lui offrir une sorte de SAV, enfin plus de services? Il y en a qui seront retenus pour participer à la campagne de façon officielle avec la HAC. Et ceux qui ne sont pas retenus, on ne les embrigade pas. Mais néanmoins, nous les surveillons. Comme d'habitude, nous les surveillons et nous comptons sur leur sens de responsabilité professionnelle. Je m'inquiète pourquoi la HAC n'a pas prévu un face-à-face au premier tour, surtout avec le nombre très limité de candidats, parce que justement, avec ce nombre limité, il n'est pas exclu qu'il n'y ait pas un second tour, donc ce programme pourrait ne pas avoir lieu. En fait, on avait proposé un face-à-face au premier tour. Donc, c'est dans les observations des duos et de certaines associations fêtières qu'on nous a dit que ce n'est pas nécessaire d'organiser un face-à-face au premier tour. Qu'il faut tout simplement permettre aux duos de passer des messages qui vont leur permettre d'amener la population à voter pour eux. Et nous sommes aussi conscients que depuis toujours, il y a des publications pirates. Quelles sont les sanctions que vous réservez au niveau de la HAC? Nous sommes en train de sensibiliser et le moment arrivera où la HAC finira par sanctionner. Quid des publications tous azimuts sur les réseaux sociaux? Lorsque, par exemple, on a des activistes qui font des publications sur des sites web, ils ne seront pas considérés comme des professionnels des médias. Et c'est le code du numérique qui s'occupe de leur sort. Et ce sont les tribunaux. Ce sont les tribunaux. Mais au-delà de tout, la présence d'esprit des journalistes a été fortement recommandée au service de la paix. Nous n'avons qu'un seul pays, le beau pays, notre pays, le Bénin. Faisons tout possible pour que vraiment on puisse préserver la paix. Pour le scrutin du 11 avril prochain, la campagne électorale démarre le 26 mars. Les producteurs de coton veulent d'une élection apaisée et à fort taux de participation. Dans ce cadre, ils viennent d'initier une tournée de sensibilisation à la paix, tournée démarrée par Candice Bertin, Adimi, Igor Ayossa pour le reportage. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Avant, pendant et après les élections, elle mérite d'être cultivée et cela passe par une bonne sensibilisation des populations. Les producteurs de coton comptent prendre une part active à une telle campagne à l'endroit de leurs pairs. Ils se donnent rendez-vous à Kandi, première étape de la tournée initiée à cet effet, pour s'entendre sur l'essentiel du message à partager partout. Cette élection, il faut une large sensibilisation. C'est en cette direction que j'ai appelé mes collègues pour échanger avec eux. Surtout que chacun de nous puisse jouer un rôle de patriotisme afin qu'on gagne la paix. Aller mobiliser quelqu'un ou aller sensibiliser, ce n'est pas facile. Il faut échanger, il faut se donner des idées pour qu'il n'y ait pas la guerre. Surtout, nous ne voulons pas la guerre. Il faut vite se préparer sur le terrain, lancer ces appels-là. L'autre défi majeur que ces producteurs entendent contribuer à relever, c'est le fort taux de participation des électeurs au scrutin du 11 avril prochain. Un taux de participation de plus de 95%. Ça, c'est notre défi que nous lançons. Connaissant nos collègues producteurs vertueux et responsables, nous allons obtenir ce fort taux de participation au cours de cette élection présidentielle. La première étape de la tournée à peine achevée que ce producteur lève un coin de voile sur ce qu'il entend faire pour accompagner l'initiative de la tournée itinérante en faveur de la paix en période électorale. Vraiment, on est satisfait par rapport à ce qu'ils sont venus nous dire aujourd'hui. Et nous-mêmes, nous comptons et transmettre ce message à la base jusqu'au dernier mot. Après Kandi, d'autres localités seront également sillonnées par les producteurs de coton, acteurs de développement et artisans de la paix.
Des mouvements de jeunes ont officialisé leur appartenance au Parti Bloc républicain. Eh bien, les responsables de ces différents mouvements ont exprimé durant la cérémonie officielle leur engagement et celui des membres de leur mouvement à militer avec force et conviction dans le Parti Bloc républicain. Ghislain Poguet, Miché Elebe. Ils reçoivent leur carte de membre des mains du secrétaire général national du parti lui-même. Ils sont désormais membres du Bloc républicain. Nous épousons non seulement sa vision, nous avons espoir et nous espérons fermement qu'à vos côtés, nous militerons et apprendrons davantage, plus unis, plus forts, pour construire le Bénin. 4 mouvements de jeunes qui ont accepté de se fondre dans le Bloc républicain parce que d'accord avec le parti sur les combats, les valeurs, les idéaux, la gouvernance. Que puisse être mon état d'âme en ce moment, si ce n'est la joie et la fierté. Joie de voir le cercle de la famille qui s'agrandit avec le nouveau membre. Ma fierté pour le choix porté sur notre parti Bloc républicain, alors que les différents mouvements avaient en dehors de notre parti le choix entre une dizaine de partis politiques existants et 4 autres de la majorité présidentielle. Nouveaux adhérents, je vous affirme que vous venez d'opérer le meilleur choix parce que le Bloc républicain est le parti de l'espoir et de l'avenir et de la démocratie. Ces adhésions-ci viennent s'ajouter à d'autres opérées récemment. Si vous avez écouté les nouvelles ces derniers jours, ces dernières semaines, il ne vous a pas échappé que le Bloc républicain, le parti lui-même, a enregistré l'adhésion de plusieurs mouvements. J'avais dit des dizaines de mouvements. Mais ces adhésions, les adhésions de cet après-midi, me font particulièrement plaisir. Le Bloc républicain est donc un parti politique en constante progression. Le parti est né avec 70 partis qui ont fusionné, près de 200 mouvements qui ont adhéré. Et à la création, nous avions un peu plus de 6 000 membres fondateurs. Mais aujourd'hui, le Bloc républicain, à la veille de la campagne que nous avons organisée dans le cadre de la mise en place des structures décentralisées du parti, le parti représentait un peu autour de 100-120 000 membres. Et ce mouvement s'est accéléré lorsque nous avons créé le site qui permet à tout le monde, à tout citoyen, quel que soit son lieu de résidence, et en particulier aux Béninois de la diaspora, de s'inscrire de partout où ils sont. Ce site a permis au parti d'enregistrer en ligne ces 6 derniers mois plus de 20 000 adhérents. Le mouvement des enseignants aspirants pour le salut du système éducatif adhère à la vision du duo Alassane Soumano, Djimba, Paul Rompé. Eh bien, la déclaration d'adhésion a eu lieu cet après-midi à Cotonou. Le reportage est signé Stanislas Linkmont, Christian Devotier. Au duo Alassane Soumano Djemba et Paul Rompé, le mouvement des enseignants aspirants pour le salut du système éducatif béninois vient les féliciter pour leur candidature et réitère l'engagement de l'association aux côtés du duo candidat. Une assurance qui se manifeste déjà par des vivas. Oui, nous sommes sûrs et à travers vos applaudissements, nous irons le 11 avril voter et c'est une élection suffrage universel. La démocratie, c'est la force du plus grand nombre. Nous vous convions alors à vous rendre dans toutes vos localités, à leur apporter la bonne nouvelle. Le duo candidat tient à un fort taux de participation au scrutin du 11 avril. Alassane Soumano Djemba et Paul Rompé souhaitent que le Bénin donne de nouveau une leçon de démocratie au monde entier. Nous sommes venus vous dire, nous ne sommes pas d'accord avec cette gouvernance. Nous ne sommes pas avec eux. C'est net. Mais ce qui nous unit, c'est le Bénin. Et pour ça, nous avons pris une décision à un moment donné de faire avec. Jusqu'au moment où il sera permis au peuple béninois de redonner son pouvoir acquis
il veut. Le moment est là pour que le Bénin envoie encore un grand message au monde entier. Aspirana au Bénin, quel avenir pour le système éducatif? C'est le thème autour duquel le duo candidat a échangé avec ses aspirants au métier d'enseignant. Depuis quelques années déjà, grâce aux réformes engagées par le président Patrice Talon, les retraités perçoivent leur pension sans difficulté. Ils peuvent depuis leur résidence en un seul clic accéder à leurs sous. Dans l'élément que vous allez suivre, on fait un zoom sur les réformes au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est un élément signé Rebecca Kedjaoundé. Dans le cadre du programme d'action du gouvernement, le ministère du Travail et de la Fonction publique a engagé plusieurs réformes, au nombre desquelles la généralisation des paiements par virement de toutes les prestations-services par la Caisse nationale de sécurité sociale, la réforme de la déclaration unique des cotisations sociales et des impôts sur salaire en ligne, et la mise en place d'une application mobile et web pour les assurés de la CNSS. Des réformes qui ont permis d'alléger la souffrance de ses usagers. Pour nous, en tout cas, c'est une belle avancée parce que ça nous fait gagner énormément de temps. Et puis après, ça nous permet même de voir l'exactitude de nos déclarations, puisque les déclarations sont faites conjointement avec celles des impôts. L'autre réforme concerne le paiement des prestations et désormais les prestations peuvent être payées par mobile money et ça aussi, ça change de toutes les tracasseries d'il y a quelques années où c'était des chèques, où c'était assez compliqué et complexe. Avec le bordereau, vous avez la possibilité maintenant pour l'allocataire de recevoir son allocation familiale directement via mobile money ou son compte bancaire. Ça évite les remises, c'est-à-dire je prends mon allocation familiale, je vous donne un pourboire. Toutes ces choses-là sont désormais bannies. Et je crois que c'est une réforme à louer. Et félicitations à la CNSS. La réorganisation du système d'archivage à travers l'adoption d'un document de politique d'archivage et l'exécution du projet d'archivage physique, les projets d'actualisation des comptes individuels des travailleurs gérés par la CNSS sur les 30 dernières années et ceux d'assainissement des comptes cotisants des employeurs, tous actuellement en cours, impactent déjà la vie des assurés. Concernant aussi les dossiers d'allocation familiale, ça ne prend pas aussi du temps. C'est à peine 2 mois. Déjà, on t'appelle. On t'appelle par leur téléphone. Ah, monsieur, vous êtes où? C'est vous telle personne? Venez, votre livret est prêt. Et tu viens en même temps. Et là, tu es réglé. Il n'y a plus de magouille ou bien, bon, fais-moi ci, fais-moi ça, avec de pardon un peu partout. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Moi, je viens prendre mensuellement ma pension de veuvage. Avant, il y avait tellement de monde qu'il me fallait revenir le lendemain pour avoir gain de cause. Mais avec les réformes actuelles, aussitôt je viens, aussitôt je suis servi. Là où je parle maintenant, vraiment, je ne peux pas vous mentir. Même les pensions avant 20, je prends ça. Pas de rang, pas de embouteillage qu'on fait pour aligner. Non, tout est coupé. Moi, personnellement, ça m'a arrangé. En descendant dans les locaux des archives de la CNSS en octobre dernier, la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou Matisse, n'a pas oublié de rappeler le bien fondé de ces réformes. En arrivant ici, j'ai l'intention de vous dire que pour compter du 1er janvier ou du 2 janvier 2021, il va falloir que le pensionné de la Caisse nationale de sécurité sociale puisse également entrer en possession de sa pension à l'échéance suivante. Et lorsqu'il s'agit des citoyens en général et des retraités en particulier, vraiment, le chef de l'État va très vite. Il prend en compte les souffrances des retraités et il souhaite que désormais ils puissent entrer aussitôt en possession de leur pension.
Ces réformes engagées par la Caisse nationale de sécurité sociale visent ainsi donc à rendre crédible et performante cette institution et à mettre fin à plusieurs décennies de calvaire des travailleurs béninois. Ousmane Batoko, ancien président de la Cour suprême, a reçu en cette fin de semaine les hommages des membres et du personnel de l'institution. L'homme exhorte ses désormais ex-collaborateurs à persévérer dans la quête de l'excellence. Brice Hongbo, Guillaume Avienne. Des cadeaux des membres et du personnel de la Cour suprême à Ousmane Batoko, celui qui a été ces 10 dernières années le président de cette haute juridiction, s'en va de la tête de l'institution, inondé d'hommages et de témoignages de reconnaissance au terme de son second mandat de 5 ans. Pour ses collaborateurs, le docteur en droit public et plusieurs fois ministre de la République n'a pas été qu'un homme d'État. Ousmane Batoko aura travaillé pendant près de 2 décennies au luxe et au prestige de la magistrature, puis de la grandeur de la justice du service public au Bénin. Une qualité qualifiée d'exceptionnelle qui lui avait valu et lui vaut encore l'amour et l'admiration des membres et du personnel de la Cour suprême. Nous l'aimerons encore plus parce qu'il s'en va sans nous laisser, parce qu'il s'en va scruter d'autres horizons, mais le regard toujours tourné vers nous, le cœur et l'esprit présent dans notre maison, avec chacun de nous, pour nous assister dans l'exercice du plus beau métier du monde, rendre la justice. Persuadé de ce que la justice constitue l'un des piliers de l'État, le président sortant de la Cour suprême souhaite que ses désormais ex-collaborateurs poursuivent sans relâche la quête de l'excellence afin que l'institution puisse continuer à jouer son rôle et demeurer au diapason des mutations de notre époque. Grâce à chacun de vous, nous pouvons nous réjouir des résultats engrangés. On peut donc affirmer, sans risque de se tromper, que, je cite, lorsque la ligne juste est tracée, les cadres décident de tout. Fin de citation. C'est dire que le bilan des 2 mandats est celui de nous tous. Tout en exprimant son désir de rester à la disposition de ses collaborateurs, Ousmane Batoko, qui, à la suite de ses prédécesseurs, a réalisé les fondements de l'intégration juridique et judiciaire des États africains francophones, selon le témoignage de ses collaborateurs, du haut de ses 67 ans, Ousmane Batoko déclare vouloir se consacrer davantage à sa famille. De nouvelles localités du Bénin électrifiées, le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Ousso, a mis en service le réseau électrique dans ces localités, une activité qui entre dans le cadre des réalisations du projet de restructuration et d'extension du réseau de la SBE dans la commune d'Abomey-Calavi et en général dans le département de l'Atlantique. Bruno Swahili, Simon Vian. Voir les installations puis toucher du doigt les réalisations du projet de restructuration et d'extension du réseau de la SBE dans la commune d'Abomey-Calavi et du département de l'Atlantique, Préra, donnant Jean-Claude Oussou est sur tous les fronts. Domegbo, à Glodjigbe dans la commune d'Abomey-Calavi et Lissé-Gazon, plus vaste arrondissement de la commune d'Alada, sont 2 des localités impactées par le Préra. La mise en service des ouvrages d'électrification par raccordement au réseau de la SBE est une délivrance pour les populations. Ce que la population de Lissé-Gazon, en général, entendions depuis des années, ça a été réalisé aujourd'hui. Donc, nous félicitons beaucoup le président Patrice Guillaume Athanase pour que tout ce qu'il pense à Lissé-Gazon et à l'ADA en général, nous les remercions beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes tellement en joie par rapport à l'acte qui vient d'être posé. C'est au moment où Jésus était sur la terre qu'il disait qu'il est la lumière du monde et que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Aujourd'hui, nous avons la lumière grâce au gouvernement de Patrice Talon. Donc nous pouvons affirmer que celui qui est la lumière de Lissé-Gazon aujourd'hui,
c'est le président Petit Talon. Nous sommes à Domegbo avec la lumière. Je taris de mots pour dire merci au gouvernement. Ce gouvernement qui a pensé aux plus pauvres. Ce projet qui a touché les localités les plus reculées du département de l'Atlantique, notamment mon arrondissement de Glo, dans son village Domegbo, où ce lancement a été fait de façon officielle. Alors, pour tant de grâce, nous disons merci. Merci au gouvernement, merci à son chef, et merci au ministre qui, de main de maître, a suivi de bout en bout ce projet et qui, aujourd'hui, est devenu réalité. Le projet de restructuration et d'extension du réseau électrique à Abomey-Calavi et dans le département de l'Atlantique touche à ce jour 65 localités sur 82 visées. C'est une véritable réparation d'un déséquilibre énergétique qui s'opère. Si je suis là aujourd'hui, c'est simplement la réparation d'une injustice vécue par les populations de ce département, le département le plus peuplé de notre pays. Et donc, avec concrètement aujourd'hui la mise en œuvre effective donc, de ce projet qui a été mise en œuvre, je dirais, diligemment, avec la qualité requise. Je dirais, les délais attendus sont là aujourd'hui et c'est avec plaisir que nous avons pu mettre en service cette infrastructure majeure. Les ouvrages construits pour alimenter Domegbo et Lycée Gazon sont adaptés pour répondre aux besoins en énergie des populations bénéficiaires. Tous les poteaux sont fabriqués par nous-mêmes dans une usine que nous avons traversée juste là à Sékou. Nous avons fabriqué près de 17 000 poteaux. Ensuite, pour l'éclairage public, là on a installé 198. Donc les 198 sont déjà installés. Le nombre de clients qui ont soldé leurs frais de branchement, il y a 597. Enfin, nombre de clients soldés 597. Nombre de compteurs branchés 600. 14 km de ligne basse tension. 3 km et demi de ligne haute tension. Donc c'est cette ligne que vous voyez juste devant vous. Et en termes de poteaux, environ 388 à 400 poteaux béton. 73 luminaires d'éclairage public pour les riverains. Et à ce jour, il y a 344 clients qui ont soldé, qui sont acquittés de leurs frais de compteur. Et donc du coup, on a 344 à raccorder. Voilà, le lancement d'ici va marquer la mise en service officielle de toutes les localités dont les travaux sont déjà terminés. L'extension du réseau électrique en milieu rural est en marche et la lumière ne fait que gagner les ténèbres. Les populations de Domegbo et Lycée Gazon peuvent désormais le témoigner. Intéressons-nous à présent à ce challenge lancé par l'école de formation en informatique Epitech Bénin. Son nom, Projet Week, c'est un challenge qui consiste à créer des jeux vidéo pour sensibiliser les jeunes à l'usage d'Internet. Un défi qui a réuni plusieurs étudiants de diverses écoles. Rebecca Nkenyaoune, Benoît Diawé pour le reportage. Le principe du challenge est clair. Chaque équipe a droit à 7 minutes. 7 minutes pour présenter, défendre sa solution et convaincre le jury. Il a pour voisin l'Empire Ackerman. Notre solution s'appelle... Alan et son équipe sont les premiers à plancher. Leur solution, Security War. Un jeu qui se base sur l'histoire d'une contrée africaine baptisée Wifia et qui a été attaquée par un empire voisin. Lors de l'attaque, l'empire voisin a envoyé des virus dans tous les systèmes de Wi-Fi, ce qui a mis tous les systèmes et réseaux hors service. Donc le joueur est appelé à braver l'océan, à braver les 7 mers pour aller trouver le cybermarabout, celui qui pourrait sauver l'avenir de Wi-Fi. Au total, 60 jeunes participent à ce challenge lancé par Epitech Bénin et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI. L'idée est d'amener ces jeunes étudiants à créer et développer des jeux ludiques pour sensibiliser à l'usage d'Internet tout en prenant en compte ses risques et ses enjeux. La Project Week, c'est une initiative qui est présente dans tous les campus d'Epitech dans le monde. Donc nous, cette année, on a décidé de faire notre édition sur la cybersécurité. Quels sont les risques, les enjeux de la cybersécurité et notamment sur les jeunes, donc de 5 à 18 ans.
comment créer des jeux vidéo ludiques plutôt sur mobile, qui permettent aux jeunes de se familiariser du coup avec les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux, comment bien utiliser Internet, mais aussi comment bien comprendre en fait le code du numérique, qu'est-ce que c'est le cyberharcèlement, qu'est-ce que c'est la sextortion, donc voilà, donc de travailler un peu sur ces modalités-là. L'ANSSI a choisi d'accompagner cette initiative dans le cadre de notre troisième axe de la stratégie nationale de sécurité, qui est le développement des compétences et la culture de la sécurité numérique. Donc, dans ce axe, l'une de nos actions s'inscrit dans la protection des enfants en ligne. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que nous avons pu vouloir accompagner Epitech dans ce Project Week. Avant de proposer leurs solutions, chacune des équipes a fait une immersion dans le quotidien d'une cible d'enfants de 5 à 18 ans pour en savoir davantage sur leur usage de l'outil informatique. Lancé le 15 mars dernier, le challenge connaît ainsi son épilogue. Chacune des équipes s'en sort avec des lots de participation. Ils auront le droit du coup à une connexion Internet illimitée, du coup à un petit haut-parleur mobile. Et surtout, ils vont avoir l'occasion d'aller à l'ANSSI, faire une visite et déjeuner du coup avec les équipes de l'ANSSI pour les lauréats, donc pour pouvoir du coup se familiariser un peu plus avec la cybersécurité. Il y a aussi les meilleures équipes, donc les 2 meilleures équipes pour chaque jury, va pouvoir se faire accompagner aussi pour développer intégralement du coup son jeu vidéo. Project Week est à sa 2e édition au Bénin. C'est une activité inscrite dans le programme pédagogique d'Epitech, une école d'études supérieures et de formation courte qui propose des cursus variés autour de l'informatique. L'un des centres de recherche phares de l'université d'Abomey-Calavi a failli partir en fumée. Eh bien, il s'agit du laboratoire de la génétique et de la biotechnologie. Un incendie qui serait déclenché par court-circuit, mais vite maîtrisé, et qui a laissé tout de même d'importants dégâts. On écoute quelques responsables de ce laboratoire au micro de William Tchoké. Nous étions en train de travailler, de faire nos manipulations habituelles, lorsque subitement nous avons entendu des crépitements. Et on a commencé par remarquer des étincelles au niveau du boîtier, du coffret électrique. Et le temps d'aller récupérer des extincteurs et d'essayer de maîtriser, bon, ça avait déjà pris feu. Donc le réflexe habituel, c'est de chercher le disjoncteur, d'arrêter l'arrivée de courant. Donc le temps de faire cette démarche-là, ça avait déjà pris le plafond, comme vous avez constaté, le plafond, les tôles. Donc on a quand même pu maîtriser grâce à l'aide de tous les collègues, de tous les collaborateurs, on a maîtrisé les flammes. Ici, nous sommes dans la vitrothèque où on cultive les vitroplants, que ce soit de manioc, d'ananas et sur toutes les spéculations que nous travaillons. Et vous voyez, ici maintenant, nous n'avions plus le courant parce que cette salle, ici, il doit avoir la lumière, il doit avoir la climatisation et tout. Donc, l'incendie a causé des dégâts collatéraux sur le survie de ces vitroplans-là. Actuellement, il y a l'ANACAD, par exemple. L'ANACADIer est un programme phare du gouvernement. Mais nous, on travaille là-dessus, sur tous les volets. Sélection variétale, production de vitroplans. On travaille là-dessus. Mais on a besoin d'abord des informations scientifiques. Et c'est de ça qu'on est en train de finir maintenant, avant d'aller à la phase opérationnelle. Comme on a déjà fait pour l'ananas et autres, qui aujourd'hui, vous pouvez venir ici prendre des vitroplans directement. Je suis vraiment triste parce que tout ce qui est brûlé ici, vous voyez, le labo là, c'est sur fonds propres. Et d'ailleurs, pratiquement tout le département était sur fonds propres, pratiquement. Quand on regarde tous les efforts consentis depuis 1998 et qui peut partir d'un bout à l'autre en une fraction de seconde, vous imaginez, c'est très difficile à admettre. Aujourd'hui, 20 mars, la communauté internationale réfléchit sur le devenir des forêts, un écosystème riche en faune et en flore. Pour découvrir davantage son importance, nous vous amenons dans la forêt sacrée, au Ro de Coton, Sagbé, c'est dans la commune d'Avrancourt. William Tchoké.
Commune d'Avrancourt, une des 9 collectivités locales du département de Lomé. Située au sud-est du Bénin, elle abrite une population de plus de 150 000 âmes pour une superficie de 150 km². Une superficie couverte en grande partie des bas-fonds, des marécages, des plaines inondables, des îlots forestiers au nombre de 49, abritant des fétiches. Nous voici dans l'un de ces îlots, la forêt sacrée de Kotansagbe, dans le village de Katé. Une forêt de quaternaire parce que les recherches que nous avons conduites ici, avec l'aide de l'université, l'un des amis de l'université, les recherches ont montré que cette forêt dispose de 30 espèces qui sont des espèces rares. Et sur la liste rouge du Bénin, nous avons 11 espèces. Et pour la première fois en forêt, on a trouvé 2 espèces dans cette forêt. Ça veut dire que c'est une forêt capitale avec des espèces, non seulement des espèces endémiques, mais des espèces de grande importance. Pendant des millénaires, pendant des années passées, les parents l'ont utilisée. Cette forêt a été érodée, mais aujourd'hui, on est en train de promouvoir la conservation intégrale de cette forêt qui fait partie des rares forêts sacrées à une dimension avoisinant 1 hectare dans la zone. Restaurer cette forêt sacrée et sauver la richesse floristique, une tâche de protection qui, par enchantement, a reçu l'aval de la communauté, une action portée par Grab ONG. Je voudrais d'abord remercier la communauté pour leur ouverture. Et je dis aussi, chaque territoire doit savoir, chaque cadre ou chaque fils d'un milieu doit savoir lire à travers la communauté qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'on peut apporter. De ma formation, je suis naturaliste. Et je me suis intéressé à l'environnement à travers ma formation de géographie. Et la nature voulant, je suis devenu gestionnaire, ingénieur en gestion communale et communautaire. Donc très tôt, j'ai déjà fait l'inventaire de tout ce qu'il y a comme forêt sacrée dans la commune. Mais je suis tombé fortuitement sur cette forêt qui m'a fasciné, qui m'a d'abord donné envie d'aller à l'encontre de cette forêt. Parce que comme tout le monde, il y a d'autres qui aiment le football, j'aime un peu aussi. Mais ce que j'aime le plus, c'est d'être en contact de la nature et de la communauté. L'environnement. L'environnement. C'est ça qui, pour me guérir, c'est plus dans la nature. Et je peux passer la nuit dans cette forêt sans m'inquiéter. Parce que, et là, pour la conservation, on est allé à l'écoute de la communauté. On a fait des dialogues avec eux, on a travaillé avec eux, on leur a montré l'importance de leur forêt. Une importante quantité de ressources naturelles gracieusement offertes par la nature aux humains. Mais ici, dans la commune d'Avrancourt, ces îlots forestiers ont une particularité. Ils sont tous situés en bordure des marécages ou des cours d'eau. Mais c'était stratégique d'être aussi à côté, parce qu'on a besoin de l'eau pour faire l'agriculture. Et parce qu'ils ont connu beaucoup de guerres, des razzias, des gens qui les pourchassaient, la plupart de ceux qui venaient ne connaissaient pas les pratiques d'eau. Et quelle eau? Eau de bas-fond, ce n'est pas n'importe qui rentre dans les bas-fonds. Donc, quand il y a de razzias, quand il y a des gens qui veulent arracher, les prendre, automatiquement, ils peuvent fuir, rentrer dans l'eau et partir. Et vous rentrez dans la forêt, vous ne verrez personne. Donc, c'était stratégique pour nos grands-parents. Et dans la migration du 15e, du 16e siècle, ils sont les premiers, les sites qu'ils ont, les sites qu'ils ont occupés le plus, c'est à côté de l'eau. Cette forêt, l'oxygène qui part d'ici, le bien-être qui part d'ici, l'énergie qui part d'ici, c'est pour tout le Bénin, c'est pour toute l'Afrique, c'est pour le monde entier. Ces forêts constituent des lieux d'éducation, de conservation des espèces endémiques. Elles regorgent aussi de la faune menacée, des espèces rares, le sacré au service de la nature. Ce qui éduque plus, c'est la nature. J'ai souvent dit à des jeunes qui me suivaient dans la nature, j'ai dit,
Personne ne vous discipline, c'est la nature qui le fait. Quand tu marches n'importe comment, il y a les épines qui t'arrêtent, il y a quelque chose qui te coupe, on ne marche pas n'importe comment dans la forêt. C'est ça le sacré? Le sacré aussi, c'est des règles. Quand on dit que c'est sacré, si les dignitaires t'autorisent à dire, voilà, tu as accès à tel lieu, tu as accès à tel lieu, on les suit. Moi, je ne viens pas pour désacraliser ce qu'ils font. Je viens pour conserver le sacré qu'ils ont. Mais au milieu de tout ça là, ce qui m'intéresse, c'est le vivant. Pas seulement le spirituel, mais c'est le vivant qui est autour du sacré. Et le vivant qui est autour du sacré, c'est là où nous sommes. Cette climatisation naturelle, cette air. Et chaque plante dégage quelque chose qui guérit, qui protège et qui soigne. Il y a beaucoup d'autres plantes. Donc c'est comme une pharmacie que nous avons. Mais aujourd'hui, c'est comment travailler en bonne intelligence. Faire l'inventaire complet de ce qu'il y a et de dégager qu'est-ce qu'on peut utiliser et comment l'utiliser en bonne intelligence pour que la génération après nous puisse trouver. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire nous consommons aujourd'hui et tant pis pour la génération à venir. Aller dans la forêt, c'est aussi aller s'éduquer. Aller apprendre. Ah oui, aller apprendre. Aller apprendre. Je vais même conseiller aux parents, quand les enfants vont atteindre un âge, ils n'ont qu'à aller faire un tour dans une forêt, ben, je ne dis pas forêt sacrée, dans une forêt quelconque, pour apprendre aux enfants à se maîtriser. Parce que ici, quand vous rentrez dans cette forêt, vous marchez n'importe comment, c'est des lianes qui vous attendent pour dire, monsieur, attention, on ne marche pas n'importe comment ici. Parce que vous devez maîtriser votre sens, savoir là où vous mettez les pieds et où vous allez, et vous allez contrôler au fur et à mesure. Sinon, vous tombez sur des épines et ça vous met dans les pieds, vous serez obligé d'arrêter. Donc, c'est aussi un lieu d'éducation. La nature éduque, elle enseigne, elle protège et nourrit. En retour, elle ne demande que notre attention pour bénéficier de toute sa vertu. Ce 20 mars, c'est la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Une journée instituée pour sensibiliser à l'entretien des dents. Sois fier de ta bouche. C'est le thème retenu cette année. Comme vous le savez, la carie dentaire est le mal dont souffre la majeure partie de la population. Comment s'y prendre pour l'éviter? Précieux à quoi nous rencontrer des spécialistes. Attention, les images peuvent heurter la sensibilité. Cette image est l'illustration parfaite de ce qu'on appelle une carie dentaire. C'est une maladie qui touche généralement plus de la moitié des patients qui consultent le dentiste. La carie du premier degré, elle est asymptomatique. Donc, on a dit premier degré, elle est au niveau de l'émail. On ne la remarque pratiquement jamais, à moins que ce soit lors d'une consultation chez le spécialiste. Mais quand ça évolue déjà vers le deuxième degré, il y a des douleurs qui sont provoquées à certains stimuli, comme le chaud, le froid, le sucré, l'acide, l'air. Donc ça fait mal déjà. Et quand ça évolue encore, carie du troisième degré, vous avez des douleurs spontanées, intermittentes. Quand elle évolue vers le quatrième degré, c'est que la pulpe est morte. Voilà. Mais les gens, quand même, malgré le fait que ça fasse mal, ils ne viennent pas. Ils attendent. Et c'est quand c'est vraiment avancé, peut-être qu'il y a déjà une tuméfaction, qu'ils arrivent. Outre la carie dentaire, la mauvaise haleine, les maladies cardiovasculaires et même le diabète peuvent être provoqués par un mauvais entretien de la bouche. La bouche est la porte d'entrée de tout l'organisme et tout ce qui y passe influence tous les organes internes, en commençant par le nez, les yeux, le cœur, le foie, le rein et même les vaisseaux sanguins. Donc, c'est pour dire qu'il y a une relation étroite entre la santé générale et la santé bucco-dentaire. Des dents propres garantissent un bon sourire. Pour avoir une haleine fraîche et une bouche propre, les spécialistes recommandent jusqu'à 2 brossages par jour. Le brossage le plus important, c'est celui du soir.
Et il faut le faire en nettoyant toutes les surfaces de la dent. Les dents du haut vont se nettoyer du haut vers le bas, ceux du bas vers le haut. Et comme ça, on devra nettoyer toutes les faces de la dent. Au niveau des molaires, on devra nettoyer sur la face masticatoire. Et on ne devrait pas oublier de nettoyer la langue. Et tout ceci doit se faire avec un matériel de qualité. Si c'est une brosse à dents commerciale, il ne faut pas qu'elle soit plus vieille de 2 mois. C'est-à-dire, une brosse qui est vieille de 2 mois est fatiguée. Il faut la changer. Pour brosser les enfants, on se met derrière les enfants. Pour les brosser, ça permet de manipuler la brosse comme si c'était soi-même. Ça évite de mettre une forte pression sur la dent des enfants pour leur faire mal. Prendre soin de sa bouche, c'est aussi prendre soin de sa santé. En dehors des méthodes usuelles, les spécialistes de la dent recommandent le détartrage et une visite systématique chez le dentiste au moins une fois l'an. African Parks renforce les communautés riveraines du parc national du W dans la lutte contre le Covid-19. C'est à travers la mise à disposition d'une importante quantité de gel hydroalcoolique qu'il vient de leur faire don. La cérémonie a eu lieu à Kandi. Bertin Adimi, Igor Ayassor. Recevez votre colis de gel hydroalcoolique pour vous appuyer dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Geste fort simple mais lourd de sens. À sa principale mission de conservation de la faune et de la flore, African Parks en ajoute une nouvelle, non moins importante, qu'elle renforce progressivement depuis 2020, celle de veiller au bien-être des populations riveraines du parc national du W-Bénin. Notre objectif à African Park est de contribuer à faire des parcs et de leurs localités riveraines des espaces écologiquement, socialement et financièrement viables. C'est pourquoi nous nous investissons, entre autres actions, dans la prévention et la lutte contre la propagation du Covid-19 afin de protéger les communautés. En plus des actions engagées déjà en leur faveur par le passé, l'ONG internationale en charge de la gestion des parcs nationaux du Bénin fait un nouveau pas. Elle met une importante quantité de gel hydroalcoolique à la disposition de tous les acteurs locaux qui l'accompagnent dans sa mission. Malgré les énormes efforts consentis par la communauté internationale, les structures gouvernementales, les ONG et autres acteurs, la situation de la pandémie du Covid-19 demeure une préoccupation de santé majeure. Et face à cette situation, nous ne devons pas baisser la garde. La compagnie japonaise Sarayako Limited l'a si bien compris en accompagnant African Parks dans sa politique de renforcer les mesures d'hygiène pour lutter contre le Covid-19 à travers la désinfection régulière des mains. Je voudrais prendre l'engagement au nom du maire de la commune de Kandi et du conseil communal de Kandi pour dire que la mairie de Kandi luttera aux côtés du projet African Parks pour continuer la lutte afin que nous puissions vraiment vaincre cette maladie. Ce geste vraiment vient à point nommé. Une fois encore, merci à African Parks de ne pas lâcher, de continuer dans ce sens pour mieux conserver la santé de la population riveraine qui a pris l'engagement d'accompagner African Parks dans la conservation de ce joyau, de ce patrimoine mondial. Par la voix de son représentant, l'autorité préfectorale se félicite du geste de African Parks et fait des recommandations. Le seul petit détail que j'aimerais ajouter et auquel l'autorité tient, c'est que nous puissions faire bon usage de ces gels-là et qu'ils aillent aux destinataires vraiment qui y ont droit. Je tiens à ce que nous retenions cet aspect de la chose, qu'on les utilise en bueno pater familia, en bon père de famille. African Parks, pour sa part, joue déjà et jouera davantage sa partition en vue de faire de la conservation et de la gestion des ressources naturelles une préoccupation concertée.
Et parlons maintenant de la célébration de la Journée mondiale du conte. Elle a lieu ce samedi 20 mars. La célébration de cette édition se fait un peu partout, sans grand rassemblement, donc sans spectacle public, en grand espace ouvert, tel un théâtre de verdure. Eh bien, les mesures barrières liées au coronavirus passent ainsi sur le caractère collégial et relationnel de cette journée mondiale. On va retrouver Patrick Diosso dans son commentaire. Raconte, histoire, j'écoute. Mon conte roule et tombe sur le 20 mars de l'an 2004, première JMC, Journée mondiale du conte. Le conte en général, c'est un récit bref qui relate des faits imaginaires et ou imaginés. Un conte, c'est donc une histoire qui se transmet de bouche à oreille. Il permet donc de rêver davantage. En Afrique, avant que l'écrit ne soit peu à peu pris en charge, le conte était et est encore dit au clair de la lune, sous l'arbre à palabre ou dans la case ronde. Récit oral, car pour l'Africain, la parole est au début et à la fin. C'est l'alpha et l'oméga. La parole adoucit ou durcit, fait hausser ou baisser le ton, fait cesser ou dresser la querelle. Elle s'adresse à autrui, elle agresse, elle dresse sur les ergots, elle fesse les postérieurs. Elle graisse la patte, elle laisse tomber, elle tresse des lauriers, elle modèle ou elle module, elle perd tout ou elle perturbe tout. Elle fonce, elle défonce, elle enfonce, elle force, elle renforce, elle rend fort ou forte, elle rend fou ou folle, elle guérit ou elle tue net. Il était une fois, oui, il était une fois une journée, la journée mondiale du conte. Cette journée n'a pas toujours été célébrée dans le monde entier. La première journée de ce type a été observée en Suède au début des années 90 au XXe siècle et s'appelait Journée des narrateurs. Petit à petit, des conteurs à travers le monde entier ont commencé à célébrer cette fête qui est désormais devenue une célébration de la narration orale à l'échelle mondiale. Dès mars 2004, chaque célébration fut associée à un thème. En cette journée, les conteurs du monde entier se retrouvent alors pour fêter à leur façon les belles histoires et les livres qui les renferment. Il est aussi question, ce jour-là, de créer, sur le thème retenu, une histoire à partir de la tradition ou des historiettes culturelles. Ou alors, il s'agit de puiser dans le large répertoire ancestral, d'adopter le canevas originel et de l'adapter pour un résultat original. Le conte est après tout destiné à être dit. C'est depuis ce temps-là. Voilà l'une des expressions finales du conte. Et la formule initiale a donné naissance à la comptine ci-après. Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. Elle se dit, ma foi, c'est la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. J'irai désormais à la foire. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, ce journal se referme. Merci de votre fidélité. À 23h30, Rachida Biomama pour le JT Soa. Merci et à demain.